soir, une enquête bouleversante sur la fin de vie de 3 jeunes patients cancéreux de l'hôpital Sainte-Justine. Tout s'est passé assez vite. C'est 3 à 6 mois, puis c'est des soins palliatifs. Avant de mourir, Léna, Jennifer et Guillaume ont participé à une étude clinique qui a plus tard été suspendue par Santé Canada. Une étude qui soulève de grandes questions éthiques. On ne veut pas être des cobayes, ou si on est des cobayes, qu'on le sache. Ces jeunes patients étaient condamnés, mais ont-ils souffert inutilement? Dans des essais cliniques, quand quelque chose va mal, ça peut aller vraiment mal. À ces questions s'ajoute celle de la menace qui se cachait dans les tuiles du plafond. Les lésions cutanées étaient douloureuses. C'était horrible. J'espère que c'est pas ce que je pense. Ça ressemble à l'infection champignon, mais il faut pas que ça soit ça. Je vous dis, faut pas que ça soit ça. Pascal Turbide et Yannick Lapointe ont découvert des faits troublants sur une étude clinique menée par le très respecté hôpital pour enfants, Sainte-Justine. Je l'ai vu comme une petite souris blanche dans un aquarium. Bienvenue à Enquête. « 7 novembre 2016, c'est un grand jour pour l'hôpital Sainte-Justine. Ministres et dignitaires célèbrent l'ouverture du tout nouveau centre de recherche. C'est donc pas uniquement des locaux, c'est aussi une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Le bâtiment, moderne et coloré, occupe la partie ouest de l'hôpital pour enfants. Mais au même moment, dans la partie est de l'hôpital, un drame se joue. Depuis 5 jours, des inspecteurs saisissent des dossiers, fouillent dans les ordinateurs et interrogent les employés du pavillon Charles Bruno, réservé aux enfants cancéreux. C'est Santé Canada qui les envoie. L'Agence fédérale vient de recevoir une plainte anonyme au sujet de DECGen, une étude clinique destinée aux enfants dont le cancer semble incurable. L'heure est grave. La réputation d'un des plus importants hôpitaux pédiatriques du Canada est en jeu. Au moment de l'inspection, l'étude a cessé ses opérations. Une enfant a quitté à cause des effets secondaires, 4 autres sont décédés. Et le dernier des 6 mourra pendant le passage des inspecteurs. Quelques semaines plus tard, la sanction tombe. Santé Canada suspend l'étude DECGen. Santé Canada estime qu'il n'est pas justifié de poursuivre la phase 1 de l'étude. Des effets indésirables graves et des décès ont eu lieu au cours du premier cycle de dosage. Il n'a pas non plus été démontré qu'une dose sécuritaire a été établie. Santé Canada recense 76 violations à la loi sur les aliments et drogues, dont 23 de niveau critique, c'est-à-dire constituant un danger pour les sujets ou un risque excessif qui menace leurs droits, leur santé et leur sécurité. C'est hyper grave. Et surtout quand on a le régulateur Santé Canada qui intervient et qui dit qu'il y a une longue liste de problèmes avec une étude, ça, c'est majeur. La liste est effectivement très longue. Des effets secondaires graves et un décès non déclaré à Santé Canada, des dossiers mal tenus, du personnel mal formé et des médicaments périmés. Ça démontre que l'étude a été mal supervisée et mal monitorée. Le chercheur Jonathan Finlay dirige le département de neuro-oncologie du plus gros hôpital pédiatrique des États-Unis. Est-ce que Santé Canada a eu raison de suspendre l'étude? Oui, absolument. Il y a eu beaucoup trop de violations. Ne pas fermer l'étude aurait été une erreur. Suspendre une étude clinique, c'est pourtant très rare. Santé Canada ne l'a fait que 5 fois depuis 2012. 5 fois sur 337 inspections. Je trouve ça frappant. Bryn Williams-Jones dirige le département de bioéthique de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Manque de documentation, de suivi, de déclaration, ça, c'est problématique. Ouais. Ça parle d'un problème institutionnel dans l'unité qui est en train de faire la recherche. Les rapports de Santé Canada dressent le portrait d'une étude mal construite et désorganisée dans un monde où la précision, la prudence et le respect de la méthode scientifique comptent plus que tout. Dans des essais cliniques, surtout dans les essais cliniques,
On suit la règle. Chaque petit détail est documenté et suivi. L'équipe est formée pour le faire. C'est évident parce qu'on est dans une situation où, quand quelque chose va mal, ça peut aller vraiment mal. C'est exactement ce que dénonçaient des employés du centre de recherche dans une lettre à la direction des ressources humaines de Sainte-Justine, 8 mois avant l'inspection de Santé Canada. On nous demande de ne pas respecter les règles et des événements qui devraient être rapportés à Santé Canada dans TechGen ne le sont pas. Cela met la responsabilité de l'hôpital en jeu. Sainte-Justine voyait grand pour cette étude, qualifiée de première mondiale. 12 patients pour commencer, puis 12 autres plus tard dans d'autres hôpitaux. Pour la première fois, les chercheurs en oncologie de Sainte-Justine vont concevoir et gérer leur propre étude clinique plutôt que celle d'une compagnie pharmaceutique. Une première étude maison et une première suspension pour l'équipe de Sainte-Justine. C'est la première fois en notre connaissance, dans l'histoire de Sainte-Justine, où il y a un projet qui fait l'objet d'un avis de non-conformité. Donc, c'est sûr que c'est une première pour nous, là, malheureusement. L'étude DECGEN cherchait à mesurer l'effet combiné de 2 molécules, la décitabine, une chimiothérapie, et la génistéine, un dérivé du soya. Une combinaison qui, selon Sainte-Justine, offrira un espoir de survie et de guérison aux enfants qui n'en ont plus. Mai Pham et Toan Nguyen sont pharmaciens et ils sont aussi parents de 3 enfants, Liam, Eliane et Lena, qui est atteinte d'un cancer au cerveau. Tout s'est passé assez vite. Elle n'avait aucun symptôme jusqu'à, disons, environ 2 semaines avant que je l'ai amenée à l'hôpital. À l'hôpital, ils m'ont fait attendre, puis après ça, après un scan, 1 heure après, le médecin a dit « il n'y a plus rien à faire, madame ». C'est 3 à 6 mois, puis c'est des soins palliatifs. C'est à ce moment que Sainte-Justine leur propose DECGEN. Lena sera la première patiente. Les parents de Lena savent que leur fille est condamnée, mais ils acceptent quand même de s'engager dans l'étude avec elle. On a aimé le concept de l'étude parce que ça ouvre une porte à un autre type de traitement, peut-être un traitement plus comme prometteur pour l'avenir. Leur formation scientifique les incite à poser des questions aux chercheurs. On a posé la question comment vous allez déterminer la dose pour Lena. Je me souviens que la réponse n'est pas très claire et concise. Mais la question de la dose, elle, était très pertinente, comme vous le comprendrez plus tard. Toan et son épouse savent déjà que leur fille ne pourra pas s'en sortir. Mais comme tous les parents, nous espérons un miracle. C'est pour ça que, je dis, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Le miracle improbable n'est pas survenu. Lena meurt de sa maladie 27 jours après son premier traitement. Quand vous tombez avec votre fille dans le vide, puis là, vous espérez un remède, vous priez le ciel n'écoute pas, priez la terre n'écoute pas. Puis vous restez avec elle jusqu'à quand que ce qui devait arriver, est arrivé. C'était le 2 décembre 2015. Ils quittent l'hôpital et n'entendent plus parler de DECGEN ni de ses chercheurs. Comment vous avez su que l'étude à laquelle a participé votre fille avait été suspendue par Santé Canada? Mais au fond, on n'est pas au courant. Vous n'avez jamais été informé de ça par Sainte-Justine? Non. En fait, c'est Radio-Canada qui le leur a appris. Ce que les parents ne savaient pas non plus, c'est que leur fille avait reçu une dose de chimiothérapie périmée, une déviation du protocole signalée 3 fois dans le rapport de Santé Canada. Le dossier médical, lui, révèle autre chose. C'est le médecin responsable de l'étude, Enrique Bittencourt, qui ordonne de continuer la perfusion malgré le dépassement de l'heure d'expiration. C'est grave. C'est une étude de phase 1 pour la stabilité du médicament. Nous avons rencontré un oncologue de Sainte-Justine qui a traité plusieurs des jeunes patients inscrits à l'étude. Vous entendrez son récit tout le long de ce reportage. Mais comme il craint les répercussions sur sa carrière, nous avons demandé à un comédien de relater son témoignage. Un médicament qui n'est pas stable, qui est périmé, ça peut faire des motons. Donc, on fait prendre des risques aux patients. Le docteur Michel Duval dirige l'unité d'hémato-oncologie.
Il ne voit pas où est le problème. Il s'agissait de quelques minutes de dépassement de l'heure de fin de perfusion. OK. Donc, après quelques minutes, c'est acceptable? Oui, je pense que quelques minutes de différence sur 24 heures ne font pas de différence dans l'efficacité ou la toxicité. Lena n'a pas subi de conséquences néfastes, mais ses parents savent que les résultats scientifiques peuvent être mis en doute. Si on veut avoir des bons résultats pour les études, puis on n'est même pas capable de respecter le protocole à ce moment-là, le résultat final des études, je pense qu'on peut mettre des points d'interrogation là-dessus. Ils ont absolument raison, parce que ça remet en question la validité des résultats, qu'ils soient négatifs ou positifs. La recherche est toujours nécessaire, mais de bien fait, les recherches, c'est beaucoup plus important. Y a-t-il eu des pressions indues pour convaincre les familles de participer à l'étude? On vous révèle un enregistrement secret après la pause. « 23 novembre 2016, 2 semaines après la suspension de l'étude. Devant un parterre de médecins réunis à l'hôpital Sainte-Justine, le docteur Enrique Bittencourt explique ce qu'il espère accomplir avec DECGEN. Le but de cette étude, c'est trouver la dose idéale et surtout non toxique. Et pour la deuxième partie de cette étude, de tester cette dose dans des patients avec leucémie. Ce que le docteur Bittencourt ne dit pas à ses collègues, c'est que son étude clinique vient d'être suspendue. Il ajoute même que l'étude est en cours. C'est une étude qui est en cours dans la phase 1, donc j'espère d'ici 2 ans qu'on va avoir des résultats plus concrets. Quel chemin a mené cette étude vers l'hôpital Sainte-Justine? Les 2 mêmes molécules avaient été testées sur des souris en 2008, puis sur des adultes à l'hôpital Notre-Dame en 2015. L'équipe de Sainte-Justine utilise le mot « encourageant » pour décrire les résultats de l'étude adulte. Un constat étonnant selon l'un des chercheurs de Notre-Dame qui a accepté de nous parler sous le couvert de l'anonymat. Moi, j'ai pas trouvé que c'était une combinaison qui était particulièrement efficace. En grattant un peu, il y a quelques patients qui ont eu un petit effet, mais cliniquement, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. C'est sur la base de ces résultats adultes que les chercheurs soumettent leur protocole à Santé Canada. Le protocole, c'est la Bible d'une étude clinique, le document qui fait foi de tout. Le protocole, comment vous le décririez? Mal écrit, superficiel et mal documenté. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Même s'il déplore l'absence de raisonnement scientifique clair, l'éminent chercheur Jonathan Finlay croit tout de même que la combinaison décitabine-génistéine valait la peine d'être explorée. J'ai trouvé le raisonnement assez solide. C'était une idée astucieuse. À quoi sert une étude expérimentale en cancer? Ce que le milieu appelle une étude de phase 1. Dans une phase 1, on essaie de comprendre est-ce que le médicament qu'on va tester est toxique. Le but, c'est pas de vérifier si ça marche. On ne promet pas un traitement. On ne peut pas. C'est pas un traitement, c'est une intervention expérimentale qui vise à développer des connaissances. La chance qu'il y ait un bénéfice est très, très faible. Pourtant, dans une lettre envoyée au directeur de leur unité, les chercheurs de Sainte-Justine avancent que les études de phase 1 peuvent être bénéfiques sur la survie des participants dans près de 10 % des cas. Un pourcentage que Sainte-Justine maintient dans la littérature qu'elle nous fournit. Mais ce 10 % de bénéfices sur la survie laisse nos experts perplexes, particulièrement Jonathan Kimmelman, qui dirige l'unité d'éthique biomédicale de l'Université McGill. Il est un des experts mondiaux de l'éthique des études expérimentales sur le cancer. Je n'ai jamais vu de pourcentage comme cela. La survie, ça ne se mesure pas de façon fiable dans les études de phase 1. Donc, ça n'a rien à voir avec les chiffres que je connais. Donc, selon vous, c'est faux. Je n'ai aucune raison de penser que c'est vrai. Que se passe-t-il lorsqu'un chercheur présente son étude clinique à un patient désespéré ou à ses parents? Quels mots sont prononcés? Quels espoirs suscités? Cette famille de Laval va nous ouvrir la porte de l'étude DECGEN.
Jennifer, même si elle était inquiète, elle montrait qu'elle était encore positive, elle avait encore le courage, elle voulait sauver sa vie. Oui, bien sûr. Mais elle était nerveuse. Nerveuse peut-être parce que Jennifer savait ce qui l'attendait. Elle avait enduré 5 chimios et une greffe de moelle pour traiter 2 leucémies différentes. Lorsque l'hôpital de Montréal pour enfants la réfère à Sainte-Justine, père, mère, frères et sœurs l'accompagnent. C'était comme vraiment les 5 qui travaillaient ensemble. Elle n'est pas seule dans la bataille. Comme pour toutes les rencontres importantes, la famille enregistre la présentation du médecin. C'est plus efficace que de prendre des notes. We are the only center using that protocol now. C'est le docteur Yvan Sanson, un des chercheurs associés, qui reçoit la famille. En anglais, la langue parlée à la maison. C'est une étude de phase 1. Le docteur Sanson le mentionne à quelques reprises. Il doit, en principe, la présenter de façon objective. Le but premier n'est pas de guérir le patient. Est-ce que vous saviez ce que c'était une étude de phase 1, expérimentale? Peut-être on n'a pas compris vraiment c'est quoi une phase 1. En tout cas, moi, je n'ai pas eu l'impression qu'on était là pour cette phase 1. C'était pas clair. C'était pas ce que j'avais compris. Mais il y a un mot que tout le monde a compris. Un mot qui frappe l'imaginaire de toute la famille. Rémission. Oui. En fait, pour nous, c'était ça, le mot qui, en fait, nous a convaincus d'aller dans cet essai clinique. The aim at giving those drugs would be to have a remission, and then they can do another bone marrow transplantation after that. 9 fois durant l'entretien, le chercheur prononcera le mot « rémission ». If you are not into remission after the first cycle, we can give a second one or a third one. And as long as you need to be into remission, we can give up to 12 cycles of that treatment. Il évoque jusqu'à 12 cycles de chimio, alors que le maximum reçu par les autres patientes était 1 ou 2 cycles. Mais ça, la famille de Jennifer ne l'a jamais su. C'est la possibilité de rémission qui a pris toute la place. Son frère, Michael. It actually meant everything because if there wasn't any chance of remission, s'il n'y avait pas de chance de rémission, je ne lui aurais pas conseillé DECGen. On avait d'autres options aux États-Unis. C'est ce qu'on aurait choisi. L'éthicien Bryn Williams-Jones a révisé pour nous la transcription complète de cette rencontre. Il ne s'explique pas pourquoi le chercheur évoque à répétition la possibilité de rémission dans une étude expérimentale. It's loaded. Ouais. C'est un mot qui est plein de charges émotionnelles. Donc, on évite, surtout dans une situation où on sait que les gens sont émotionnellement vulnérables, d'utiliser un langage qui peut être manipulateur, un langage qui sort un espoir qui est irréaliste. Ça, c'est totalement injuste. Elle voulait la vérité. Pendant toutes ces discussions avec tous les médecins à travers les années, elle disait « Dis-moi c'est quoi mes chances, dis-moi ce que je dois savoir. » Et il ne voulait pas être protégé. Le chercheur mentionne à Jennifer qu'une guérison est improbable. Il lui propose aussi de réfléchir quelques jours. C'est ce qu'elle a l'intention de faire et elle le dit. Mais quelques minutes plus tard... We could do it today. We made a reservation with the anesthesiologist, but we need to do a lumbar puncture and bone marrow before we start the treatment. It can be done today. Yeah, you already made the reservation. Yeah, you can, because she hasn't eaten since midnight. Okay, but I can give you some IVs. You could take like 7-Up, jus de pomme. Maybe it can be done this week, or you may wait until next week. It's not an emergency that. I think I would rather wait. On a déjà schedulé une intervention qui débute l'étude et ils n'ont pas encore signé le consentement, ils n'ont pas encore décidé s'ils veulent faire. No way. Ça, c'est inadmissible. Rien n'aurait dû être déclenché avant que la personne signe le consentement éclairé. Ça, c'est la pression indue. Il y a un méga problème. Le docteur Yvan Sanson n'a pas souhaité participer au reportage. L'hôpital Sainte-Justine a mandaté le biochimiste co-responsable de l'étude, 2 de ses patrons médecins et la présidente du comité d'éthique pour répondre à nos questions.
notamment sur les possibilités de rémission. Très certainement, moi j'avais vu les données de souris et avec ces données-là, j'aurais très certainement, en discussion avec les patients, évoqué la possibilité d'une rémission en disant qu'elle était faible mais qu'elle n'était pas impossible. Et comme parent, moi, si on me disait « votre enfant, il n'y a aucune chance de survie », je trouverais ça absolument immonde. Et pour moi, avoir... Mais c'est vrai parfois. C'est vrai, mais nous, notre réalité, notre mission, c'est de leur proposer des alternatives. Selon le professeur Williams-Jones, voici à quoi devrait ressembler une entrevue de consentement véritablement éclairée. We don't know if it helps, and even if it helps, we don't know if it's worth the side effects that you could potentially have from Nelarabine. Nausea, tiredness, fever, decreased counts, and then less likely, fast heartbeats, blurred vision, pain in the eye, pain in the abdomen. Dans cet extrait d'une série documentaire sur le cancer diffusée à PBS, un chercheur récite la liste détaillée et proportionnelle de tous les effets secondaires que l'enfant pourrait subir. L'espoir des parents s'amenuise. C'est un bon exemple d'exactement comment bien le faire. Ils sont ouverts, ils sont à l'écoute, ils donnent le temps, ils ne mettent pas de pression. Une décision qui semble avoir été difficile à prendre pour Jennifer aussi. Plus de 3 semaines après la rencontre avec le chercheur de Sainte-Justine, elle signe le consentement et devient la 4e patiente de DECGen. Après la pause, l'histoire d'un petit garçon de 5 ans qui n'aurait pas dû être admis dans l'étude. Jennifer a hésité avant d'accepter de participer à l'étude DECGen. Son dossier médical le révèle. 2 fois, elle demande plus de temps pour réfléchir car elle craint les effets d'une 6e chimio. Le 26 mai 2016, Jennifer reçoit sa première dose de décitabine. Elle est émaciée, fatiguée et fiévreuse depuis une semaine. Mais ses parents gardent espoir. On pensait toujours qu'on va sortir du tunnel, que tout va aller bien. On l'avait fait déjà pendant plus de 6 ans. Il y a des médicaments, il y a des traitements. S'il y a une chance, on va la prendre. Exact. Je peux dire que la famille avait un espoir énorme dans cette étude. Pour la famille, Sainte-Justine était le bon Dieu qui allait trouver une solution. Cet oncologue de Sainte-Justine a traité Jennifer à plusieurs reprises. Il a accepté de nous parler sous le couvert de l'anonymat. C'est un comédien qui reprend ses propos. On était à la limite de l'acharnement thérapeutique. Elle avait un risque d'infection très élevé à cause de sa fièvre. Moi, je trouve qu'elle était trop faible pour être admise dans l'étude, même si, techniquement, les critères étaient respectés. Jennifer sera la première leucémique de l'étude. Elle sera aussi la première à recevoir une dose réduite, parce que la décitabine avait créé trop d'effets toxiques chez les 3 premières patientes atteintes de tumeurs au cerveau. Mais ces effets toxiques, les chercheurs les connaissaient déjà. Ils étaient apparus chez les patients adultes, ceux de l'hôpital Notre-Dame, à une dose de 120 mg. Or, les premiers patients enfants ont reçu 360 mg, 3 fois plus. Pourquoi les chercheurs de Sainte-Justine ont-ils triplé la dose de départ de l'étude pédiatrique? L'oncologue Jonathan Finlay ne comprend pas. Après avoir lu le protocole, comprenez-vous pourquoi les chercheurs ont triplé la dose pour enfants? Non, parce que leur argumentaire est superficiel et mal conçu. Vous comprenez pas le raisonnement scientifique? Mais leur raisonnement n'est pas documenté. Pourquoi tripler la dose? Selon des experts en pharmacologie à qui nous avons soumis les protocoles, les enfants auraient dû recevoir une dose similaire à celle déjà considérée toxique chez les adultes, parce que cette combinaison de molécules n'avait jamais été testée chez les enfants. Ce que plusieurs études ont démontré, c'est qu'il fallait augmenter la durée d'infusion de ces médicaments-là pour aller obtenir une efficacité thérapeutique. Et jusqu'à tripler. Oui. Le nouveau dosage a été entériné par le comité scientifique de Sainte-Justine. Donc, on savait que c'était une approche qui était sécuritaire avec éventuellement un potentiel d'efficacité. Vous n'étiez pas inquiet de la toxicité? Non.
Pourtant, les mêmes chercheurs finiront par reconnaître que la dose de départ était trop élevée, dans une lettre à leur patron. Il nous semble que la dose à être utilisée dans le futur devra être inférieure à la dose initiale, compte tenu de la toxicité très probable. Jennifer ne recevra, elle aussi, qu'une seule dose de décitabine. Son état se dégrade rapidement et le 13 juin, on diagnostique une fongémie, une infection à champignons possiblement reliée à la décitabine. Un des médecins qui l'a traitée se souvient. L'infection était tellement sévère et incontrôlable que le champignon y circulait partout. Son infection était vraiment aux amygdales, à la base de la langue, donc ça lui bouchait les voies aériennes supérieures. Elle avait les voies respiratoires complètement bloquées. Jennifer a contracté un géotrichome, un champignon très rare. Ce qui n'est pas rare, c'est le risque de développer une infection grave pour une personne dans son état. 39 % selon le protocole. Lorsque le docteur Sanson rencontre Jennifer quelques semaines auparavant, il mentionne un risque d'infection important, mais sans donner de détails. Est-ce que ça aurait pu changer quelque chose, vous pensez, à votre décision? Ou à la sienne, en fait? À ce point-là, on aurait discuté avec Jen pour voir est-ce que c'est un risque trop haut pour procéder ou est-ce qu'on prend un autre chemin ou quoi? Il faut le dire. Il faut le savoir parce que si on ne sait pas, après, on est en choc. Le choc est venu moins d'un mois après l'entrée de Jennifer dans l'étude. Elle meurt le 23 juin 2016 d'un épisode de détresse respiratoire aiguë et des suites de sa maladie. Sa famille, avec qui on avait évoqué plusieurs mois de traitement, n'y comprend rien. Nous, dans notre tête, c'était le premier mois, puis après ça, on peut décider des prochaines étapes. C'était un choc quand elle est partie. C'était comme un cauchemar. Jennifer et sa famille avaient amassé 75 000 $ dans des activités bénéfices. La recherche contre le cancer, ils y croyaient et y croient encore. J'espère que qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que Jennifer a fait, les 7 ans de traitement, ça va être utilisé pour du bon, pour avoir des meilleures informations pour le futur. Mais il faut tenir en compte qu'il y a les humains, qu'on teste sur les humains. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas être des cobayes, ou si on est des cobayes, qu'on le sache. Fin septembre 2016. 3 mois après le décès de Jennifer, Guillaume Darèche, 5 ans, pourrait bien être le prochain patient. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur les patients précédents? Rien. On ne nous a pas parlé que d'autres patients l'avaient eu avant. On nous a dit que c'était expérimental, mais on ne nous a jamais parlé des autres patients. De toute façon, la mère de Guillaume aurait tout accepté. Oh, les mains! Toute étude, tout traitement qui aurait peut-être pu sauver son fils. Attention, pas tomber. Tu vas avoir trop de lumière dans tes yeux. En tant que maman, mon cœur, oui, il aurait dit oui. S'il y avait 1 % de chance... Vas-y, on sait jamais. Jusqu'à la dernière minute, là, moi, j'y ai cru. C'est pareil. Je me dis qu'il y a toujours des revirements, des miracles, ça existe. Les parents du petit Guillaume, il y avait tellement d'espoir. Ils me disaient, les médecins nous ont dit que ça allait l'améliorer et que ça irait beaucoup mieux après. Je m'en souviens, parce que moi, j'essayais de les préparer à la fin de vie. Et qu'à chaque fois, les médecins d'études arrivaient en disant « Non, ça va aller bien, là », etc., etc. Vous en étiez où par rapport à votre épouse qui était enthousiaste? Bien, moi, je disais oui pour elle parce qu'elle l'aurait pas faite. Vous vouliez pas que votre fils soit considéré comme un... de laboratoire. Je l'ai vu comme une petite souris blanche dans un aquarium. Comme tous les parents, ceux de Guillaume ont signé le consentement écrit, un document qui résume la démarche, les bénéfices attendus et les risques. C'est incroyablement évasif. L'éthicien Jonathan Kimmelman a révisé pour nous le document d'une quinzaine de pages. Il s'étonne que le consentement écrit évoque la possibilité d'une diminution de la maladie. Ce qu'il aurait plutôt fallu y lire, selon lui, c'est une phrase comme celle-ci.
Si vous participez à l'étude, la possibilité de guérir ou de prolonger votre vie est très, très improbable. Mais vous pourriez aider à faire progresser notre compréhension de votre maladie. Nulle part dans ce consentement est-il indiqué que les chances de survie sont extrêmement faibles. Les parents de Guillaume le signent le 27 septembre 2016. Il était très faible. Il était pas fort. Les petites jambes, rien. Puis... Fait du bien marcher un petit peu, non? Hein? À partir du mois de septembre, quand on est arrivé, pas bien longtemps après, il marchait plus. Ça prenait tout pour donner son bain. Avant DEXGEN, Guillaume avait subi 6 traitements de chimio pour contrôler une leucémie incontrôlable. Comment peut-on justifier qu'un patient dans cet état-là, qui ne peut même pas arrêter son traitement, ne serait-ce que quelques jours, puisse embarquer dans une étude comme ça? Si la leucémie est arrivée au point où elle est complètement incontrôlable, le patient ne devrait même pas rentrer dans l'étude. Et effectivement, le jour de son admission à DEXGEN, les reins de Guillaume fonctionnent très mal. Si mal qu'il est exclu de l'étude temporairement. Les médecins donnent à nouveau le feu vert le 29 septembre. Ce jour-là, les résultats révèlent un problème. La lipase, une enzyme du pancréas, dépasse les limites permises au protocole. Mais pas suffisamment pour inquiéter le médecin. Guillaume entre dans l'étude. C'est une erreur de l'équipe de chercheurs, selon notre expert. Si le protocole prévoit un niveau de lipase maximal, il faut respecter ça. On ne peut pas contourner le protocole. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le patient n'aurait pas dû être admis dans l'étude. Mais Guillaume est entré dans l'étude. Il sera le 6e et dernier patient. Après la pause, les conditions d'hygiène choquantes de la chambre d'hôpital du petit Guillaume. Le traitement de Guillaume ne durera finalement que 5 jours. Comme pour la plupart des patients, il a fallu arrêter DEXGEN prématurément, car la leucémie est revenue en force, pendant qu'une autre menace se cachait dans les tuiles du plafond. Un soir, je donne le bain à mon garçon, je suis en train de le laver. Puis à un moment donné, je me lève les yeux au plafond. Je suis tombé quasiment sans connaissance. Les tuiles au plafond, ils étaient toutes pleines de moisissures. Bien, c'est de la moisissure. C'était tout noir après les tuiles au plafond. J'ai sorti mon gars du bain, je l'ai séché toute la... Puis là, j'étais au poste des infirmières et infirmiers. Puis là, je leur ai demandé si c'était normal que dans une chambre d'enfant, il n'y a pas de système immunitaire, qu'on a des tuiles qui sont pas saines. Le personnel condamne la porte de la salle de bain et son grillage avec du ruban adhésif et une serviette. On offre à la famille de changer de chambre. Mais comme c'est la seule pièce familiale disponible, ils décident de rester. Est-ce qu'on vous a dit, quand vous avez signalé les moisissures au plafond, qu'il fallait que vous sortiez parce que c'était dangereux? Si eux autres nous ont dit ça? Oui. Non. Non, il n'y a pas personne qui nous ont dit que ça pourrait être dangereux pour Guillaume ou quelque chose, non. C'était le 7 octobre 2016. Le 10 octobre... Ça a commencé avec un petit point rouge juste sur le côté du visage. Des petits points qui se transforment en croûte et se mettent à proliférer. De jour en jour, ça rempire, premièrement. Ouais. Il y avait mal partout, là. Il était vraiment sensible. Là. Il souffrait de martyre. Les lésions cutanées étaient douloureuses. Ça lui rongeait la cloison nasale. Ça fait des trous dans les os. C'était horrible. Fait que là, finalement, il y a un médecin qui est venu voir, le médecin Guillaume, il habite en cours, il est venu le voir, puis quand il regardait ça, il dit « J'espère que c'est pas ce que je pense, ça ressemble à l'infection champignon, mais il faut pas que ça soit ça. Je vous dis, faut pas que ça soit ça. » C'était ça, un champignon très rare, le fusarium. Bien, ça, c'est une culture d'un fusarium. Il s'agit d'un champignon filamenteux. Le docteur Michel Laverdière a dirigé le département d'infectiologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pendant 17 ans. Nous lui avons demandé si ce plafond pouvait être responsable de cette infection. Évidemment, la seule façon de le savoir, bien, ça aurait été de prendre un prélèvement de ça et de le cultiver. Là, il aurait pu faire l'équation de cause à effet. Mais oui, c'est pas impossible que ce soit ça. L'hôpital n'a pas fait analyser la tuile du plafond. On ne saura donc jamais ce qui s'y cachait.
Est-ce que c'était pas logique de vouloir la tester pour savoir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ça paraît logique comme ça quand vous l'exprimez comme ça, mais de fait, comme ce sont des infections qui sont transmises par l'air, on teste l'air. Selon Sainte-Justine, des analyses de l'air n'ont pas détecté de traces de champignons filamenteux. Est-ce qu'on reconnaît quand même qu'il y avait une situation là, qui était potentiellement dangereuse? C'est-à-dire de mettre un enfant immunosupprimé dans une chambre où il y avait des tuiles brunes au plafond, dans la salle de bain? À partir du moment où, quand on regarde dans l'air, on ne trouve pas de champignons, c'est pas juste une tache sur une tuile qui va nous faire décider que c'est dangereux. Dans la chambre de la salle de bain comme ça, il y avait un enfant immunosupprimé qui prenait son bain en dessous. Je ne peux que vous répéter que dans l'air de la chambre, il n'y avait pas de moisissure. Le docteur Laverdière reste formel. Un tel plafond de salle de bain n'avait pas sa place dans une unité d'enfants leucémiques. Bien, c'est sûr que c'est une situation qui est dangereuse. C'est une situation où l'individu en question qui se retrouve dans cet environnement-là peut aspirer ces spores-là de la moisissure qui sont en suspension et développer des infections fulminantes, éventuellement même fatales. Il n'y a pas beaucoup plus vulnérable que tout patient leucémique sans globules blancs durant une chimiothérapie. La fusariose a ravagé le corps de Guillaume, mais jusqu'à récemment, ses parents ne savaient pas jusqu'à quel point. Vous avez fait venir le dossier médical? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans? Écoute, il y en a tellement. Écoute, il y a 5000 quelques pages, là. Mais j'ai tombé sur une feuille de certificat de décès, puis ça marquait comme la cause du décès, c'était le fusariose. Donc l'infection. Ah, fait que j'ai OK, fait que c'est vraiment ça, tu sais. Oui, mais j'avais jamais su vraiment c'était quoi, là. On vous l'avait pas dit nécessairement? Non, je l'ai vu dans le dossier médical. C'est de la mousse partout? Presque 2 ans après la mort de leur fils, c'est maintenant l'heure des bilans. Dans le fond, leur faire, peut-être que j'accepterai quand même. Parce que je me dis, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Puis je me dis, d'un coup, ça aurait été la clé du succès pour lui, tu sais. D'un coup, tu sais. C'était pour sa mère la dernière chance de retrouver le Guillaume d'avant, celui qu'elle appelait sa pirouette. Mais pour son père, l'étude d'ECGEN représente une étape de trop. Bien, ça confirme les doutes que j'avais. C'est quand tantôt je vous ai dit qu'il prenait quasiment mon gars pour un rat de laboratoire, mais vous avez la preuve, là. Terrible gaucher, c'est ça que je pense. La suspension de l'étude après la mort de Guillaume n'a pas mis fin à la saga d'ECGEN. Tout au long de 2017, Sainte-Justine a cherché à faire renverser la décision de Santé Canada. Nous avons obtenu une grande partie de la correspondance entre les deux institutions. En mars, juin et novembre, Santé Canada somme les chercheurs d'expliquer leurs erreurs et de changer leurs procédures. C'est étrange. Très étrange. Je ne connais pas le fonctionnement de Santé Canada, mais aux États-Unis, on ne se serait pas engagé dans un dialogue. On aurait fermé ça tout de suite. J'ai trouvé Santé Canada très patient. Patient, en effet. 2 ans après l'inspection, Santé Canada continue d'analyser les informations venant d'un expert mandaté par Sainte-Justine. L'agence considère maintenant que les décès ont été causés par la maladie et que les effets secondaires, comme les infections fongiques, étaient conformes au protocole. Mais la question se pose toujours. Fallait-il que l'équipe signale ces effets secondaires? Oui, dit Santé Canada, pour qui la fréquence des infections était inhabituelle. L'agence convient toutefois qu'il y a là une zone grise. Mais Santé Canada maintient encore aujourd'hui qu'il était approprié de suspendre l'essai clinique, considérant les résultats de l'inspection. Est-ce que les parents n'auraient pas dû être mis au courant de ce qui s'est passé avec DECGEN? C'est une question qu'on s'est posée. Comme notre interprétation des faits qu'on maintient toujours, c'est qu'on n'a pas mis en danger les enfants, qu'on n'a pas eu d'impact sur la survie. C'était pas nécessaire d'appeler les familles pour les tarabuster avec ça. Qui, ici, n'a pas fait son devoir de surveillance? Le comité d'éthique de Sainte-Justine, chargé de s'assurer que les participants sont protégés, ne semble pas avoir été mis au courant des problèmes de DECGEN à l'époque. Ce sont les chercheurs qui, une fois convoqués, ont rassuré le comité d'éthique.
Tous les experts, après échange avec l'équipe de recherche, en sont venus à la conclusion que la sécurité des enfants n'avait pas été mise en péril dans l'étude. OK. Contrairement à ce que disait Santé Canada. Exactement. Il faut surveiller l'intérêt des patients, mais aussi l'exactitude des données de recherche. C'est en principe le travail d'une firme externe et indépendante. Une étape trop coûteuse pour Sainte-Justine, qui n'était pas financée par une compagnie pharmaceutique. Alors, qui surveillait les données? Un employé de l'hôpital, le gestionnaire de l'étude. Pour le chercheur Jonathan Finlay, c'est inacceptable. Il faut une surveillance indépendante des études. La recherche médicale est beaucoup plus exigeante qu'auparavant. Donc la question se pose. Est-ce qu'une institution qui n'a pas l'expérience et l'expertise pour mener une étude de phase 1 devrait mener une étude de phase 1, à moins d'être monitorée correctement? Sainte-Justine dit vouloir conserver son mode de surveillance à l'interne tout en l'isolant du centre de recherche. Mais pour le reste, l'institution persiste et signe. Je pense que Santé Canada avait une compréhension incomplète de certains aspects de l'essai clinique. Il y a eu beaucoup d'incompréhension de la part de Santé Canada quant à l'essai clinique. C'était des questions d'ordre administratif. Mais allez-vous relancer DecGen? Je pense que ce serait dommage de priver les enfants du Québec de ce genre de thérapie innovante. Est-ce que j'aurais mis mon fils dans cette étude? Je pense pas. Parce que le niveau des risques mentionnés, le manque de clarité de la science, le manque de potentiel bénéfice quelconque et le risque que mon enfant devenait plus malade, à mon avis, ça c'est pire que de l'aider à décéder avec toute la dignité possible. Donc, d'abord, ne pas nuire. Exactement. J'espère que vous avez apprécié l'enquête de ce soir. Pour nous transmettre des informations, rendez-vous sur notre page web ou notre plateforme sécurisée Source Anonyme. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête.